Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Bourse, votre rendez-vous quotidien avec les marchés en direct de 17h à 18h avec les meilleurs experts. Et on en a besoin pour décrypter tout ce qui se passe sur la planète finance avec au sommaire de cette édition la guerre, bien sûr, le conflit au Moyen-Orient, les marchés toujours fébriles, petite baisse sur les marchés et en rouge. L'énergie également sous surveillance, c'est vraiment ce qui donne le là en ce moment. Et puis, dans le dernier quart d'heure, on s'intéressera au financement des scale-up en France et en Europe. A-t-on suffisamment d'argent? Voilà pour le sommaire de Smart Bourse. C'est parti tout de suite avec Tendance Mon Ami. On fait le point sur les marchés tout de suite avec vous, Pauline Gratel. Bonsoir. Bonsoir. Et on démarre bien sûr avec ces indices qui continuent de vivre au rythme de la guerre au Moyen-Orient. Oui, les investisseurs restent inquiets. La guerre soulève des inquiétudes sur l'inflation, notamment avec la hausse du prix du pétrole. Pour rappel, depuis vendredi dernier, le baril de Brent s'envole de 20% en moins d'une semaine. Donc, aujourd'hui, le Brent monte encore de 3% à environ 84 $. Tout cela pourrait compliquer les décisions des banques centrales pour cette année. Surtout que c'est la durée du conflit qui va déterminer les conséquences économiques et que les experts n'attendent pas de désescalade avant plusieurs semaines. Comment agissent justement les indices actions dans ce contexte? En Europe, ils évoluent en repli. En France, le CAC 40 a tenté un rebond qui s'est essoufflé dans la journée. L'indice parisien cède au final 1%, autour de 8100 points. Et c'est globalement pareil pour les autres indices en Europe. Aux États-Unis, les indices évoluent en repli. Le Dow Jones cède également 1%. L'Asie, de son côté, a rebondi. Au Japon, le Nikkei a clôturé en hausse de 2%. Et surtout, le Kospi, qui avait plongé de 20% en 2 séances, rebondit de 10% en clôture. Un mot de vos marchés préférés, Pauline, les marchés obligataires. Oui, côté américain, les rendements se tendent avec un 10 ans en hausse de 5 points de base autour de 4,15%. La partie très longue de la courbe grimpe également de 5 points de base pour le 20 et pour le 30 ans. En Europe, le 10 ans allemand bondit de près de 10 points de base autour de 2,85%. Un bond partagé par le rendement français de même échéance. Sur le marché d'échange, le dollar est en légère hausse face à un panier de grandes devises ramenant l'euro-dollar sous 1,16. L'or et l'argent se stabilisent. Le bitcoin également au-dessus de 70 000 $. On passe à la microéconomie avec ST Microelectronics qui est en tête du CAC 40. Oui, le titre bondit jusqu'à 7% au meilleur de la séance. Le groupe franco-italien de semi-conducteurs se montre très optimiste sur son chiffre d'affaires dans le segment des data centers pour 2027. Le directeur général indique que le milliard de dollars sera dépassé l'an prochain, alors qu'en janvier, il avait évoqué ce seuil avant 2030, mais pas dès l'année prochaine. Oui, et puis aux US, c'est Broadcom qui est aussi en hausse. Oui, voilà, toujours dans le secteur des semi-conducteurs, Broadcom est en hausse de 5% dans les premiers échanges. L'entreprise table sur un chiffre d'affaires des puces d'intelligence artificielle dépassant les 100 milliards de dollars l'année prochaine. Concernant les résultats du premier trimestre de 2026, ils sont records avec un bénéfice net en hausse de plus de 30% et des revenus d'IA qui s'envolent de plus de 100%. Spectaculaire. Voilà, de l'autre côté, un mot de Nexi qui plonge au sein du stock 600. Oui, le fournisseur de paiement italien s'effondre de 20% après la présentation de perspectives pour les prochaines années jugées décevantes à l'occasion de la présentation de son nouveau plan industriel. Dans son sillage, Worldline en France décroche de 5%. Qu'est-ce qu'on surveillera demain, Pauline? La journée de demain sera rythmée par la publication du rapport sur l'emploi du département du travail américain pour le mois de février. En zone euro, les investisseurs regarderont la 3e estimation de la croissance pour le 4e trimestre. Merci, Pauline. Allez, tout de suite, place aux experts. Planète Marché avec nos 3 experts du jour. Ils sont en plateau. On est ravis d'accueillir Wilfried Galland. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Fabrice. Directeur stratégie chez Montpensier Arbevel. Voilà, puisque ça n'en finit pas de grossir, votre belle boutique. Nous n'arrêtons pas. À vos côtés, Nuno Texera. Bonsoir Nuno. Bonsoir. Vous êtes directeur analyse et stratégie de Vega Investment Solutions. Bienvenue à vous. Tout à fait. Bonjour. Et puis Bastien Dru. Bonsoir Bastien.
responsable des études et de la stratégie de CPR AM. Alors, on l'a vu, messieurs, sur le front géopolitique, le conflit, bien sûr, se poursuit au Moyen-Orient. Les experts ne tablent pas sur une fin des hostilités avant plusieurs semaines. Hier, les marchés avaient réagi. On s'en souvient, une information du New York Times indiquant qu'il y aurait des responsables iraniens qui auraient tenté d'ouvrir une initiative de paix, de contact avec Washington pour mettre fin aux hostilités. Ça a été rapidement rejeté par Donald Trump. Il a jugé qu'il était déjà trop tard. Et puis, on a eu ce navire de guerre iranien coulé au large du Sri Lanka, torpillé par un sous-marin. Donc, on est vraiment loin d'une zone de conflit qui fait aussi penser à une propagation. En tout cas, tout reste très compliqué. Wilfried Galland, troisième jour, un peu de choc sur les marchés. Petite baisse lundi, ça s'est aggravé mardi. Et puis, ça continue jour après jour, au gré des mouvements. On a l'impression quand même que ça stabilise, mais que les marchés restent assez fébriles. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on avait assez peu de surprises sur le déclenchement des hostilités. On ne masse pas tous les moyens militaires qui ont été déplacés en vain, en général. Et donc, les scénarios de marché intégraient une forte possibilité d'une action militaire américaine et israélienne contre l'Iran et des répliques iraniennes. Et donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque les marchés ont ouvert lundi, en fait, il n'y a pas eu de forte baisse, finalement, parce que le positionnement était déjà là. On a eu des couvertures qui avaient été amorcées. On l'a vu d'ailleurs, le VIX avec Bondi, oui, quand même, dès vendredi. Voilà. Et donc, par rapport à ce scénario de marché, maintenant, ce qu'on voit, ce sont des ajustements. Des ajustements sur la durée du conflit, vous l'avez mentionné, avec un œil que les financiers portent maintenant régulièrement sur les différentes plateformes de paris en ligne, en disant est-ce qu'on va avoir plus ou moins de chances d'avoir effectivement une fin de conflit rapide. C'est en train de baisser la possibilité d'avoir cette fin de conflit rapide, donc un peu de crainte là-dessus, et puis surtout une évaluation des conséquences de ce choc. Et on voit qu'on a finalement 4 conséquences globalement, qu'on a du mal un petit peu à évaluer complètement. La première, tout le monde en parle évidemment, c'est sur le prix de l'énergie, le prix du pétrole. Je rappelle effectivement que le prix du pétrole a pris 20%, le prix du gasoil a pris 40%, le prix du kérosène a été multiplié par 2,5 en Asie, donc sur la partie aérienne. Donc on a une démultiplication de cet impact sur l'énergie. Le deuxième, c'est effectivement sur la partie des frottements dans l'économie mondiale, les frottements commerciaux, les frottements sur les assurances, l'augmentation des coûts généraux de l'économie mondiale qui va forcément peser sur les marges. La troisième, c'est comment est-ce que la zone moyen-orientale, qui était considérée comme une zone relais de croissance, va se remettre, ce moteur de croissance devient un boulet. Donc ça, là aussi, il faut intégrer tout ça. Et puis le dernier élément, c'est comment intégrer ce qui est en fait un stress financier supplémentaire, un stress de liquidité supplémentaire, parce que les acteurs financiers ne bougent plus beaucoup, dans un monde qui parle déjà beaucoup d'absence de liquidité sur des phénomènes qui inquiètent un petit peu sur la dette privée. On a parlé d'Apollo, KKR, Blackstone, maintenant BlackRock. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui inquiètent au fur et à mesure que ces 4 strates-là se déploient. Et donc ça nous donne un marché effectivement qui est assez nerveux, qui a du mal à trouver véritablement une base et sur lequel il faut, à mon sens, faire preuve d'une grande prudence parce qu'il est extrêmement facile de se faire prendre à revers sur un marché pareil. Avec 4 menaces ou 4, en tout cas, conséquences en cascade, on comprend. D'autant que les marchés, une note etc., ils étaient relativement chers. Déjà, on part de haut. Est-ce que finalement, cet épiphénomène, on verra, en tout cas, ce choc exogène, ce ne serait pas le canari dans la mine qui pourrait avoir des conséquences plus importantes? Beau canari. Oui, on avait déjà une valorisation sur le marché américain autour de 22-23 fois les résultats attendus. En Europe, on était plutôt dans une moyenne historique un peu au-dessus, autour de 15 fois. Et c'est vrai qu'on attendait beaucoup des banques centrales, quand même, notamment aux États-Unis. Il y avait une marge de baisse des taux. Là, les anticipations se sont évidemment réduites, je crois, d'à peu près 60 points de base à peu près la moitié. Donc, il est clair que ce conflit, surtout s'il dure, parce que, évidemment, la durée et l'impact en ampleur et en durée sur les prix de l'énergie va conditionner notamment les anticipations inflationnistes. Bien sûr. Et puis l'impact sur la croissance. Donc plus ça durera, plus l'impact sera important. Et si les anticipations inflationnistes venaient à s'ancrer à un niveau supérieur, donc pour ça il faut un peu de temps, eh bien forcément les banques centrales seraient
plutôt amené à en tenir compte, même si on est quand même dans un choc d'offres. Donc on sait bien que dans les cas de choc d'offres, finalement, les banques centrales peuvent pas faire grand-chose, mais à tout le moins, elles peuvent éviter d'injecter, on va dire, du carburant, si on peut dire, dans le système, et donc de risquer d'aggraver les tensions inflationnistes qui se manifesteront déjà. Donc ça pourrait bouleverser le scénario un petit peu boucle d'or qu'on avait. En tout cas, on était sur des rails avec ces baisses de taux du côté des banques centrales. C'est ça. Pour l'instant, on est dans l'incertitude puisque on sait qu'il y a quand même des disruptions assez importantes. On a le sentiment que l'agenda des Israéliens et des Américains n'est pas forcément le même. Les Israéliens veulent une chute du régime. Les Américains, peut-être qu'ils se contenteraient d'une situation où le pouvoir de nuisance majeur de l'Iran, en particulier sur le nucléaire, sur le soutien au terrorisme, serait un peu moins marqué. Et en plus, Trump n'a pas du tout envie de laisser la guerre se prolonger. Il a les midterms cette année, donc il n'a pas vraiment intérêt à maintenir un conflit généralisé dans la zone. On a quand même, au total, je crois, 12 pays qui ont été touchés. On a eu même la Turquie qui a reçu un missile qui a été détruit. Je crois que il y a un autre pays dans la région qui a reçu. Donc, voilà, l'Azerbaïdjan. Donc, on est quand même dans une situation qui est assez fluide. C'est une volonté aussi des Iraniens d'embraser un petit peu le conflit, de tirer un peu tout azimut pour que, effectivement, ça coûte un maximum. Alors, le risque, c'est le conflit un peu asymétrique. C'est-à-dire que, en fait, on l'a vu avec les Houthis en mer Rouge, avec finalement des moyens relativement limités. Ils ont réussi à perturber la circulation en mer Rouge. Là, on a un pays qui est beaucoup plus puissant, 90 millions d'habitants, qui est beaucoup plus vaste. Donc les possibilités, alors sur les missiles, on voit bien qu'à un moment donné, c'est plus facile à identifier, ça s'épuise. Sur les drones, c'est un peu plus compliqué. Et donc, il va falloir suivre un petit peu la capacité de résistance de ce régime et donc l'impact sur les prix de l'énergie. Ça commande plutôt une attitude effectivement assez prudente, d'autant plus que alors c'est vrai qu'il y avait un peu d'anticipation déjà, mais finalement, par rapport au plus haut, par exemple, du marché qui a pratiquement été atteint à la fin de la semaine dernière, les baisses sont relativement modérées pour l'instant. On n'a pas eu de sell-off, à part peut-être la deuxième journée mardi. Pas de sell-off massif sur tous les Même pas comparable à celui du Liberation Day, évidemment. Oui. Qui était plus systémique peut-être. Bastien, je vois y réagir effectivement aux propos géostratégiques de Nutexera. Oui, c'est difficile d'intervenir en troisième, parce que comme beaucoup d'éléments qui ont déjà été cités. Peut-être juste rappeler pourquoi un prolongement du conflit jouerait plus sur les prix des matières premières. C'est tout simplement parce que les capacités de stockage des pays du Golfe en termes de pétrole sont limitées. Par exemple, le Koweït l'Irak avait à peu près 5-6 jours de capacité de stockage. Et une fois qu'ils ont saturé leur capacité de stockage, ils sont tout simplement obligés d'arrêter leur production de façon temporaire. Mais après, si les tankers ne partent pas du port, exactement, ils ne peuvent pas stocker. Voilà. Donc il n'y a plus de capacité de stockage, par exemple en Irak, très prochainement. Quelques jours après, on passera au Koweït, on passera ensuite aux Émirats arabes unis, puis encore un petit peu après, dans une trentaine de jours, on passerait à l'Arabie saoudite. Et dans ce cas-là, dans le cas d'un prolongement du conflit qui mènerait à une perte de production effective, là, on pourrait imaginer des impacts sur le prix des matières premières, sur le prix du gaz et du pétrole qui serait beaucoup plus important. Donc c'est ça qui est... Ça pourrait s'ancrer en fait beaucoup plus haut et durablement. Ah oui. Donc là, on aurait une perte définitive finalement de production, quoi. Donc ça amènerait de façon plus durable les prix des matières premières sur des niveaux élevés. Ouais. Oui, d'ailleurs, on a vu d'autres segments qui avaient bien réagi dans ce secteur. Le fret maritime, par exemple, ça a bondi, bien évidemment. Il y a aussi des gagnants. Les pétroliers en tête, on a vu des belles perspectives, peut-être justement à cause de ce choc d'offres.
Oui, oui, il y a d'autres segments. Il y a aussi le gaz naturel dont les prix ont beaucoup monté. Et d'ailleurs, c'est assez spectaculaire de voir qu'aux États-Unis, ça fait rien. Le gaz naturel, étant donné que les États-Unis sont très exportateurs de gaz naturel désormais, le prix du gaz naturel ne bouge pas du tout aux États-Unis, ce qui fait une situation qui est un peu asymétrique entre l'Europe et les États-Unis, parce que l'Europe importe beaucoup de gaz naturel des États-Unis. Et l'Asie et l'Europe sont très largement perdantes finalement de cette détérioration, de cette augmentation des prix de l'énergie. Après, peut-être ce qu'il faut dire quand même, c'est que je ne pense pas que ce soit une situation qui soit similaire à celle de 2022 pour l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, en 2021-2022, il y avait une situation où les importations de gaz en provenance de Russie étaient très importantes. Il y avait une part très importante des importations de gaz naturel qui provenaient de Russie. Et là, tout simplement, on coupait un robinet et on ne pouvait plus s'approvisionner aussi facilement que ce qu'on voulait, quoi. Là, quand on regarde d'où il fallait remettre en place aussi la chaîne logistique. Exactement. Même si on trouve des matériaux effectivement, ailleurs. et là-dessus, il y a une reconfiguration sur les dernières années qui a été extrêmement forte. Les États-Unis, c'est à peu près 25%, enfin aux alentours des importations de gaz naturel de l'Union européenne, et c'est amené à encore progresser. Et le Qatar, par exemple, c'est moins de 4% en 2025 des importations de gaz naturel de l'Europe. Donc là, il y a quand même beaucoup moins ce risque de ce côté problème d'approvisionnement pour l'Europe que ce qu'on a pu voir en 2022. C'est-à-dire qu'on a réussi à se reconfigurer et qu'on peut se réapprovisionner plus facilement peut-être qu'avant ? Plus facilement, notamment parce que l'Europe importe beaucoup plus de gaz naturel liquéfié de la part, en provenance des États-Unis. Et il faut quand même rappeler que, tout le monde l'a oublié, mais il y a eu un accord commercial entre les États-Unis et l'Europe l'année dernière, que dans le cadre de cet accord commercial, l'Europe avait donné s'était engagée à importer encore plus de gaz naturel liquéfié américain sur les années à venir, quoi. Donc il y a déjà une énorme reconfiguration finalement de ce marché qui a eu lieu. Et oui, les prix seront vraisemblablement plus élevés pour le gaz naturel en Europe, mais un risque finalement de ne pas avoir suffisamment de gaz pour restocker pour l'hiver prochain, ça c'est quand même beaucoup moins prégnant qu'en 2022. Ouais, un accord, on s'en souvient, qui n'avait pas forcément été à notre avantage. On a vu Mme von der Leyen qui avait quand même négocié mollement, on va dire, à tout le monde. Wilfried Galland. Maintenant, on est très content, effectivement, d'avoir cette capacité d'acheter des volumes supplémentaires aux États-Unis au moment, justement, où d'autres sources disparaissent. Oui. Donc, c'est plutôt pas mal, en fait. L'énergie, bien sûr, sous surveillance. Est-ce que c'est vraiment ce prix du pétrole, on va surveiller comme le lait sur le feu? Est-ce que ça va donner le là des marchés dans les prochaines semaines? Je pense que c'est pas uniquement le prix du pétrole. D'abord, il y a le prix, effectivement, comme je l'avais mentionné préalablement, le prix des matières finales, c'est-à-dire le gasoil, le kérosène. Aujourd'hui, un des plus gros fournisseurs de gasoil, c'est l'Inde. L'Inde est en prise directe avec le pétrole du Moyen-Orient, et c'est pour ça que les prix du gasoil montent de façon à peu près 2 fois plus vite que les prix du pétrole. Donc ça, je pense qu'au-delà de l'énergie brute, au-delà du Brent et au-delà du WTI, il faut effectivement regarder les prix finaux. Traduction, ça veut dire que dans quelques semaines, on pourrait, à la pompe, puisque le ministre de l'économie s'en est ému, on pourrait avoir une inversion entre le super et le gasoil. Les prix, c'est-à-dire le gasoil plus cher que l'essence. On l'a déjà eu, ce phénomène-là, c'est déjà arrivé. Je pense qu'effectivement, il faut surveiller cette situation-là. Je pense que ce qu'il faut effectivement regarder, c'est comment est-ce que les équilibres financiers se font à partir de la nouvelle donne géopolitique et géostratégique. Et plus que les prix des matières premières, moi je regarde à la fois le prix des devises et le prix et le marché obligataire. C'est vrai que c'est pas les marchés les plus sexy du monde. On raconte moins d'histoires sur les obligations qu'on peut raconter sur les actions, mais c'est effectivement ça qui est un socle en termes de coût de financement de l'économie qui est absolument majeur pour piloter les anticipations de croissance et, comme le disait Nuno, sur les anticipations d'inflation qui vont effectivement se dérouler. Moi, ce que je vois et qui est quand même intéressant, c'est le fait que d'abord, et c'était une des questions que j'avais personnellement, je pense que d'autres financiers l'avaient également, c'était quelles allaient être véritablement les valeurs refuges
dans le cadre d'un choc, qui n'est pas un choc monstrueux, mais qui est quand même un choc géopolitique réel. On savait que l'or allait monter, on savait que le franc suisse allait monter. Bon, là, il n'y avait pas beaucoup de suspense. En revanche, on se posait pas mal de questions sur le dollar. On avait beaucoup de papiers qui sortaient en disant le dollar, tout le monde se méfie du dollar. On a vu, les marchés ont tranché, le dollar est une valeur refuge. Voilà, ça, on l'a vu assez clairement. Quand il y a un problème, tout le monde se rue vers le dollar. De la même façon, les actifs américains sont recherchés. On a vu une surperformance des marchés américains parce que, comme disait Bismarck à l'époque, l'avantage de l'Amérique, c'est que vous avez des amis au nord, des amis au sud et 2 océans de chaque côté, des poissons de chaque côté. Il disait, voilà. Donc évidemment, la géographie, à un moment donné, quand vous savez plus trop la géostratégie, comment est-ce qu'elle va évoluer, vous revenez vers la géographie, vous dites c'est quoi, quelle est la zone qui est la plus à l'écart des ennuis potentiels. Quand on parlait de certains pays qui étaient la Suisse du Moyen-Orient, on a oublié qu'il y avait aussi Moyen-Orient dans l'expression. Donc ça, c'est effectivement un point important, c'est que les marchés américains ont été refuges. Et le dernier élément, c'est qu'effectivement, on voit à l'inverse que les dettes d'État n'ont pas été véritablement des valeurs refuges. Un petit peu au début, c'est-à-dire le lundi, on a eu effectivement une recherche de ces valeurs dits refuges, dits de qualité, les grandes dettes d'État, donc une baisse un peu des rendements obligataires. Et puis tout de suite, en fait, ces rendements se sont élevés parce qu'on s'est rendu compte que on allait devoir avoir des coûts de financement beaucoup plus importants, que les États allaient devoir probablement mettre au pot, et qu'on allait avoir des tensions, et que la zone dont je parlais tout à l'heure, cette fameuse zone moyenne-orientale, qui est une zone de financement de l'économie, très importante, de l'économie mondiale, on allait peut-être avoir moins de flux qui allaient arriver pour financer les déficits extérieurs américains ou européens. On va avoir moins de flux en provenance du Moyen-Orient qui vont acheter de la dette américaine. Et ça, effectivement, je pense qu'il va falloir suivre ça de façon très attentive. L'énergie, oui, mais les prix de financement, ça me paraît la clé. Alors, les rendements obligataires, tous les soirs on suit ça évidemment avec Pauline, ça s'est tendu un petit peu. Grande passion de Pauline. Voilà, c'est grande passion. 5 points de base, donc on est à 4,15 actuellement, on était autour de 4, un petit peu moins. On a gagné 20 points de base. Ouais, 20 points de base, globalement. Une question, on se souvient que Donald Trump avait reculé après Liberation Day quand justement le rendement du 10 ans s'était envolé. Alors là on était au-dessus des 5%. Est-ce que ça pourrait aussi être un facteur de changement d'attitude, de changement de stratégie de la part du président américain? Peut-être pas tout de suite, parce qu'on avait quand même eu une baisse des taux depuis plusieurs semaines avant le déclenchement des hostilités. On partait quand même d'assez bas. Et dans un choc d'offres comme ça sur le pétrole, c'est finalement pas très étonnant. On a eu évidemment le cas de 2022, mais si on remonte plus loin dans les années 70, évidemment, après la guerre du Kippour, pareil, on avait eu des envolées sur les taux. Donc finalement, l'obligataire ne joue pas le même rôle de valeur refuge dans ce type de scénario. Il peut jouer un peu plus tard si effectivement il y a un ralentissement marqué de la croissance et qu'on rentre dans un scénario de crainte de récession. Et pour l'instant, je dirais, forcément, cet effet défensif, il est un peu amorti par les craintes, ne serait-ce que par le dénouement des anticipations de baisse des taux des Fed Funds qui pourraient effectivement s'éloigner un petit peu. Mais pour l'instant, ça me semble... Je pense qu'il a quand même envie, Trump, de montrer des succès. Il en a aussi besoin. C'est pas populaire, cette guerre, pour l'opinion publique américaine. Donc il est un petit peu pressé par les Israéliens de continuer, mais en même temps, il n'a pas forcément envie d'aller jusqu'au bout, parce qu'aller jusqu'au bout, ça serait des troupes au sol, ça serait effectivement un engagement qui serait très contre-productif dans une année électorale. Donc on risque d'avoir la guerre aussi, c'est relativement cher par la guerre. Et puis il y a ça coûte, mon monsieur. Ouais. Et puis encore faut-il avoir les moyens, parce que on parle de disponibilité en termes de missiles, par exemple, qui sont à un moment donné épuisables. Donc voilà, il faut encore une fois limiter le pouvoir de nuisance de cet État qui en provoquait beaucoup dans la région, mais il n'a pas forcément envie
je ne sais même pas s'il a envie d'un vrai changement de régime. Il s'accommoderait peut-être finalement d'un pouvoir assez fort qui serait un peu moins nuisible. On pourrait au reste avoir de la région. un petit tour et puis s'en va, comme on a vu au Venezuela finalement. Ou même les États-Unis en juin 2025, quand ils avaient bombardé les infrastructures nucléaires, Oui. et ça avait duré, je sais pas, 10 jours, une semaine, quelque chose comme ça, 12 jours. Et on avait eu le pétrole qui était passé de 65 à 80 et qui était revenu à 67 quelques jours après, quoi. Donc il y avait vraiment un aller-retour sur les prix des matières premières. Et... Voilà. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Mais je ne sais plus lequel d'entre vous disait ça avec beaucoup de justesse. En fait, on a deux partenaires aujourd'hui. On a les Israéliens et les Américains. Et les buts ne sont pas du tout alignés, en fait. On voit très bien que les Israéliens veulent absolument la chute du régime des Mollahs, quoi qu'il en coûte. Et ils sont prêts à aller jusqu'au bout là-dessus. C'est quasiment existentiel pour eux. Alors que les Américains, c'est beaucoup moins le cas. On est plus sur sécuriser une région qui est assez critique pour le pétrole, mais surtout pour le financement de leur économie et pour ce qu'ils veulent faire, l'espèce d'arc entre l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar et Israël, les nouveaux accords d'Abraham. C'est quand même très très différent. Et donc, quand vous avez deux partenaires qui sont peu alignés, à un moment, il faut savoir lequel va prédominer sur l'autre. On a l'impression qu'aujourd'hui, ce sont les Israéliens qui mènent. C'est les Israéliens qui mènent la danse. En tout cas, qui poussent les feux. Et qui poussent les feux. Et donc, à un moment, il va falloir peut-être que ça se rééquilibre. Et ça, les marchés, en tout cas, vont le suivre de façon très attentive, parce que ça voudrait dire on se clarifie peut-être l'objectif de guerre, parce qu'aujourd'hui, l'objectif de guerre n'est pas hyper clair. C'est pas clair. On voit très bien les opérations au jour le jour, c'est détruire les capacités de nuisance, très bien, mais à la fin, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut avoir ? Mais c'est vrai que même sur l'enchaînement des événements, avec la chronique d'une guerre annoncée, toute la semaine dernière, on en parlait en continu sur les chaînes, quand est-ce qu'il va passer à l'action ? Et finalement, ça tombe à un moment assez inattendu d'ailleurs, avec sûrement ils attendaient d'avoir le bon endroit pour lancer la bombe et décapiter le pouvoir en place. Une question, juste pour boucler sur l'énergie, Bastien, on est aussi focalisé sur ce fameux détroit d'Ormuz, où on a dit on pourrait réouvrir les routes peut-être en accompagnant certains tankers. Est-ce que c'est possible ? Parce que c'est quand même c'est quelque chose de très compliqué. Oui. Je ne suis pas évidemment un expert militaire, mais de ce que je comprends, c'est qu'il faut quand même une escorte navale, il faut une escorte aérienne, et pour faire passer quelques bateaux éventuellement, et ça n'empêcherait pas forcément des drones sous-marins, des drones marins de venir endommager éventuellement les tankers, quoi. Donc c'est quand même plus le quelque fait, chose certains qui experts paraît... nous disaient, aujourd'hui c'est même les assureurs qui freinent aussi, bien s'ils sûr, n'ont pas envie de prendre le risque, vous n'êtes plus assuré, vous ne partez pas du port. Ouais. Aujourd'hui, la zone, elle a été déclarée effectivement zone de guerre, désormais. Ouais. Et donc là, les assureurs se retirent. C'est un peu plus compliqué, oui. Ouais. Ils enlèvent le parapluie. En fait, tout le paradoxe, c'est qu'en fait, c'est finalement, à la fin, ce sont les coûts financiers qui décident. C'est-à-dire que si effectivement les assureurs n'assurent pas, vous arrêtez. En fait. Tant qu'il n'y a pas un pouvoir avec lequel on peut négocier d'un certain statu quo, comment est-ce que vous voulez que les assureurs, qui sont des actuaires, pricent le risque ? C'est extrêmement difficile. Donc, il va falloir attendre un peu que les choses se stabilisent. À un moment donné, le pouvoir, quel qu'il soit, va quand même avoir besoin de revenus. Donc, ils ne peuvent pas se tirer une balle dans le pied trop longtemps non plus. Les revenus de l'État iranien, c'est le pétrole. Donc, tout simplement, si leurs propres tankers ne peuvent pas passer, il n'y aura pas d'entrée fiscale. Comme ils ne veulent pas avoir un nouveau pouvoir de peur de se faire décapiter tout de suite, là, pour l'instant, c'est un peu un cercle un peu vicieux en ce moment. Oui, c'est une question existentielle. Le premier qui bouge, il se prend une balle. Donc, c'est compliqué comme situation. C'est extrêmement compliqué. Ça intervient, messieurs, à un moment où on parlait beaucoup de rotation sectorielle. Est-ce qu'elle est remise en question, cette rotation ? Alors, on répète, l'an dernier, c'était simple. En 2025, c'était tech, c'était US. Aujourd'hui, on parle, depuis le début d'année, matières premières, énergie, retour à la vieille économie, entre guillemets. Est-ce que c'est remise en question, Bastien Dreux ? La rotation sectorielle, elle a commencé même plus... C'est pas seulement en janvier de cette année. C'est déjà depuis novembre-décembre qu'on a une vraie rotation sectorielle et une vraie rotation aussi géographique, quoi. On le voit... pour un investisseur en euros, finalement, depuis début novembre, les pires marchés, c'est le S&P 500, quoi. Donc très clairement, il y avait ce basculement, cette rediversification sur les autres marchés. Là, comme on le disait tout à l'heure, les événements en cours remettent en cause
nous, on pense temporairement, parce qu'on ne pense pas qu'il y aura une situation qui s'éternisera, qu'il y aura des forces de rappel qui font que le conflit ne sera pas forcément très long. Donc on pense que la diversification sectorielle et géographique reviendra, mais effectivement, à très très court terme, ça remet en question cette idée. Très clairement, on se repositionne, les marchés se repositionnent sur les marchés qui sont les plus sûrs, sur lesquels il n'y a pas finalement de risque militaire ou énergétique moins prononcé, on va dire, aux États-Unis. Donc voilà. Donc pour vous, petit rebond finalement temporaire ou tactique, mais ensuite on reprendrait donc les flux vers l'Europe, comme on voit. Massivement. Nous, on pense que, alors on sera peut-être pas d'accord là-dessus, mais on pense que il faudra revenir sur les marchés asiatiques, sur les marchés européens, quand on aura plus de visibilité sur ce conflit. On parlait aussi beaucoup des émergents. Alors c'est normal dans une période où effectivement le billet vert s'affaiblissait contre toutes les devises, les émergents en profitaient. Est-ce que ça pourrait être remis en question? Cap sur les émergents? Stop ou encore? Nous, on garde nos positions longues émergentes. Effectivement, on a trouvé que les sanctions sur certains marchés comme la Corée étaient quand même un peu brutales. Ça avait beaucoup monté, c'est vrai. Donc il y a eu un peu de réaction émotionnelle. Le marché avait été fermé lundi, donc forcément il y a eu du retard à l'allumage. Mais globalement, on est sur des ampleurs de baisse sur l'ensemble des marchés émergents assez comparables à celles de l'Europe. Et finalement des ampleurs de baisse relativement contenues pour le moment. C'est vrai que sur les gros importateurs que sont l'Inde et la Chine d'ailleurs, soit dit en passant, a donné instruction à ses raffineurs de ne plus exporter de produits raffinés, donc ils sont quand même un petit peu prudents, ce qui est logique. Mais globalement, le scénario nous semble quand même toujours assez favorable aux émergents. Alors le dollar... Chine inclus, parce que la Chine était un peu à la traîne par rapport aux autres émergents. Oui. Et là, elle pourrait être impactée aussi. Elle pourrait être impactée, donc c'est vrai que ce n'est pas le marché qu'on privilégie aujourd'hui. Mais ça reste quand même aussi une source de diversification, notamment dans le domaine technologique, parce qu'on sent bien que les cartes sont un petit peu rebattues. Il n'y a pas que les États-Unis. Et puis en Europe, il y a pas mal de thèmes qui restent tout à fait... Enfin, en plus, on a eu des résultats qui sont de très bonne facture d'un certain nombre de contributeurs, on va dire, à l'écosystème de l'IA, les Legrand, les Schneider. Il y a des valeurs qui ont délivré. Le secteur de la défense aussi reste quand même d'actualité. Donc, finalement, on n'a pas envie de trop changer nos positions, qui étaient longues Europe, longues émergentes, et finalement, on reste positionné sur ces marchés qui restent, malgré tout, dans une dynamique assez positive. Rotation sectorielle remise en cause ou pas? Pour moi, oui, je pense que cette rotation est remise en cause. Elle est remise en cause parce que le paysage de risque change. Et qu'aujourd'hui, on ne pourra plus considérer désormais que l'Europe et l'Asie ne doivent pas intégrer une prime de risque géopolitique liée directement à la situation au Moyen-Orient. Et donc, au moins dans un laps de temps, je dirais, à quelques mois, à la fin de l'année, je ne sais pas, mais en tout cas à quelques mois, je pense que cette prime de risque géopolitique... Pour l'Asie, mais l'Europe, elle en sortait un petit peu justement parce qu'on a eu la guerre, ce conflit qui n'en finit pas, mais on finit effectivement par reconfigurer les chaînes logistiques, à trouver un new normal, et on voyait les flux qui revenaient. Je vous pose la question parce que c'est vrai qu'il y a la thèse aussi court, depuis 6-8 mois, la tech US, elle fait plus grand-chose, les Mac 7. Est-ce que ça pourrait être le retour, puisque ne faisait plus grand-chose. À l'instar de Broadcom qui aujourd'hui signe un chiffre de nouveau record, on pourrait de nouveau avoir l'inverse. Vous regardez Broadcom, vous regardez Microsoft depuis quelques jours, ce sont des valeurs qui gagnent. Vous regardez Apple, ce sont les valeurs qui gagnent. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il y a la recherche de ce qui est perçu comme étant des valeurs à l'écart
de ces problématiques qui sont des problématiques de stress assez forts des marchés. Et donc, ces valeurs-là sont perçues comme étant des valeurs aujourd'hui à l'écart de ce stress. Il y a d'autres types de stress, bien sûr, sur la valorisation, la rentabilité. Mais, valeur à l'écart, valeur refuge presque. Exactement. C'est quasiment... Enfin, la tech US, c'est le lingot d'or de l'économie, d'une certaine manière. Et donc, vous pouvez le négliger pendant un certain temps, puis après, vous dites, il est quand même très sympa, mon lingot d'or, quand ça tape un peu partout. On trouvait ça trop cher il y a quelques mois, et aujourd'hui, finalement, on se dit, vu les risques autour, en relatif, c'est pas mal. Voilà, d'abord, on a eu une correction quand même sur ces valeurs-là, qui était réelle. Et puis, on revient effectivement à des fondamentaux. Est-ce qu'on a envie d'être sur des zones géographiques qui sont relativement proches ? On peut le regretter. L'Europe est proche de la zone de conflit. Quand vous regardez Chypre est tout près de la zone de conflit. Donc, on n'est pas aujourd'hui à des dizaines de milliers de kilomètres comme les États-Unis, où on dit d'ici qu'un missile iranien vise Washington, il va quand même se passer un petit peu de temps. Sur l'Europe, il y a cette espèce de stress qui est lié à ce qu'on a une histoire commune autour de la Méditerranée. Et c'est très bien comme ça. Mais effectivement, on a, je pense, au moins, jusqu'à ce qu'on ait un pouvoir un peu plus stable, jusqu'à ce qu'on ait un peu plus de visibilité, jusqu'à ce qu'on ait des cadres qui se remettent en place, ça peut arriver relativement vite. Je pense que ça mettra quand même quelques mois pour que ça arrive. Jusqu'à ce que ça arrive, effectivement, on va retourner dans un mode un peu plus de protection. On voit, c'est que les valeurs, les investisseurs américains, qui sont les seuls investisseurs longs de la planète, parce que c'est voilà, ils ont la masse. En fait, ils récupèrent leurs capitaux et ils les vendent d'abord dans les zones extérieures aux États-Unis. Et ça doit être un game changer, effectivement. En tout cas, à court terme, pour moi, oui. Nino, justement, sur cette rotation et même un peu plus, comment on fait? Est-ce que ça remet en question, vos allocations d'actifs? Est-ce qu'on les repense? Est-ce qu'on les réaménage? Vous nous disiez tout à l'heure, pour l'instant, on reste notamment sur les émergences. Sur le reste, on prend un peu d'attitude, un peu de cash. Je suis d'accord que le marché américain, indépendamment d'ailleurs du problème militaire et de l'éloignement ou pas de la zone de conflit, dans des périodes de stress majeures, il est souvent un marché refuge parce qu'il a la masse, il a des capitaux à très long terme et du coup, c'est vrai que beaucoup d'investisseurs ont tendance à rapatrier à court terme sur le marché américain. Pour nous, il reste quand même une vulnérabilité et... alors, il faudrait remonter assez loin dans le temps, mais on a eu... le scénario du pire, c'était le scénario de la guerre du Kippour. Oui. On a eu une baisse de 45% du marché en 10 mois. Oui, mais là, on avait des prix du pétrole un petit peu. Mais on avait des valorisations qui étaient beaucoup plus faibles au départ. Donc, quel est le marché le plus valorisé aujourd'hui, et largement, puisqu'on est quand même à près de 2 écarts types, disons, des valorisations normales, ça reste quand même le marché américain. Donc, je ne dis pas que le raisonnement est vrai, mais avec cette limite qu'on a quand même des valorisations élevées sur le marché américain. Et quand on regarde les performances, je me suis amusé à regarder l'autre jour les performances sur 20 ans du marché américain par rapport à la zone euro. On est quasiment au double. C'est vrai sur la croissance et c'est vrai sur la value. Voilà, c'est ça qui relativise un tout petit peu notre envie d'aller un peu... Il y a un retour à la moyenne. Le double de performance annualisée sur 20 ans, oui, c'est pas ce qu'on avait connu dans les 10 ou 20 années précédentes. Donc là, on parle de 2006. Depuis 2006, on est pratiquement au double de performance. Un peu moins sur la value que sur la croissance. Mais en moyenne, sur les indices, on est au double de performance. Alors, il y a de la création de richesse aux États-Unis qu'on n'a pas vu en Europe, et on le sait, on pourrait revenir dessus, mais quand même... Donc, on a envie d'y retourner pour faire simple, mais c'est cher? C'est ça, c'est un peu ça. Et puis, il ne faut pas oublier que les valeurs de croissance, puisqu'on parlait des valeurs de croissance, elles sont aussi sensibles à la remontée des taux. Donc, si on commence à avoir des taux longs qui continuent à s'incrémenter vers le haut, on peut aussi avoir de la vulnérabilité de ce côté-là. Ouais, d'autant que les Max 7 maintenant empruntent massivement, même sur 100 ans parfois. Bastien, qu'est-ce qu'on fait chez CPRAM? Est-ce que la stratégie a changé au cours des derniers jours? Alors, c'est quand même important de ne pas bouger trop. Comme on le disait tout à l'heure, parce que dans une période où on ne sait pas forcément comment le conflit peut évoluer à 24 heures, il faut éviter de prendre ce qu'on appelle les portes de saloon, quoi. Et on
l'a vu avec le Kospi hier, avec sur les 3 derniers jours. L'indice de Séoul, de la Corée. On a eu la baisse de 20% sur 2 jours, qui était suivie d'une hausse de 10%. Aujourd'hui. Malheur à ceux qui ont coupé, quoi. Donc, on va pas faire des mouvements qui vont être trop importants. On croit au thème de la mémoire, enfin des puces électroniques de mémoire qui tirent le marché du Kospi, parce qu'on pense que cette pénurie de puces électroniques va continuer cette année. Et on a profité un tout petit peu pour rajouter, par exemple, ce marché qui avait beaucoup souffert donc sur les 2 premiers jours de la semaine. Donc, oui, c'est ça, c'est sur les 2 premiers jours de la semaine. C'est celui qui a le plus réagi, effectivement. Ah, oui, exactement. Mais après, il y a évidemment une partie de prise de profit, parce que ça avait tellement monté depuis le début de l'année, et qui a attiré aussi donc l'indice MSCI émergent, parce que les 2 valeurs qui sont les plus importantes du Kospi sont aussi des valeurs, on va dire, importantes du MSCI émergent. Donc on a un petit peu renforcé les marchés qui ont un peu le plus souffert, quoi. Mais c'est quand même pas de changement. Mais c'est quand même pas des périodes pendant lesquelles on a envie de bouger beaucoup. Il faut vraiment faire très attention à ça, parce qu'on peut faire des erreurs bêtes, quoi. C'est pas le moment où il faut jouer l'euro. D'autant qu'on a un président Trump qui est assez erratique aussi dans ses décisions, donc il peut tout à fait décider de reprendre ses porte-avions et puis de rentrer tranquillement. Alors, c'est moins facile que ça, mais c'est surtout le fait qu'effectivement, lui, contrairement lui, il ne veut pas que ça dure. À d'autres pays, est soumis à la fois à une opinion publique et à un congrès des États-Unis qui, au bout d'un certain temps, 60 jours en l'occurrence, doit forcément donner son feu vert. Donc là, jusqu'à 60 jours, il doit donner son avis. Donc il peut donner son avis. On a vu que le Sénat était d'accord d'ailleurs. On a vu qu'à 53-47, le Sénat était d'accord. Mais ensuite, plus ça va se prolonger, plus ça va être un peu compliqué. Donc en fait, lui, il a une échéance de toute manière. L'échéance, c'est 2 mois. Voilà. Il peut difficilement dépasser 2 mois. Ce serait déjà très très long. La question ensuite, c'est est-ce qu'effectivement on va avoir aux États-Unis une augmentation très forte d'un certain nombre de prix ou de la volatilité de certains actifs financiers qui va faire que les Américains vont dire là ça commence à bien faire. Aujourd'hui, l'impact pour les Américains est relativement limité. Les États-Unis, c'est l'économie en fait une des plus fermées quand même. Quand on regarde les échanges des États-Unis vis-à-vis de l'extérieur, ils échangent pas beaucoup moins que l'Europe, beaucoup moins que l'Asie. Donc, ils sont assez protégés de ce point de vue-là. Tant que c'est le cas, tant qu'il n'y a pas, par exemple, de volatilité sur les taux, tant qu'on n'a pas une augmentation très forte des taux d'intérêt, là, on n'aura pas de sujet. Si effectivement on se rapproche, par exemple, du fameux seuil de 5% sur le 10 ans américain, je ne suis pas sûr que la Fed n'intervienne pas dans une opération qui ne sera pas du quantitative easing, mais qui s'appellerait autrement. Parce qu'à un moment donné, elle ne pourra pas laisser les choses quand même complètement à l'abandon, même si elle dit « je ne baisse pas les taux parce qu'il y a des pressions inflationnistes ». Je pense que sur la liquidité, il y aura des choses qui seront faites. C'est très important. La liquidité des marchés, c'est majeur. Le marché prendrait ça comme finalement un aveu de faiblesse, ou au contraire, se dirait tiens, les taux baissent, c'est bon pour l'économie. Ça dépend comment ça va être c'est toujours pareil, ça dépend comment c'est présenté. Si c'est présenté en disant « oula, on a des risques financiers très forts d'instabilité, il faut qu'on intervienne », là, le marché peut commencer effectivement à être encore plus nerveux que ce qu'il est aujourd'hui. Si on dit « on gère en amont, tout est sous contrôle et on s'assure qu'effectivement tous les acteurs aient la liquidité nécessaire », parce qu'une fois de plus, ce terme de liquidité est extrêmement important pour les marchés et c'est extrêmement important pour les opérateurs financiers, donc pour le résultat final sur l'économie américaine, qui dépend quand même très fortement de la volatilité Tout sera financière. dans la communication aussi des banques centrales. Et exactement. On pense à Greenspan, qui a 100 ans, je crois, cette semaine. On pense à lui. Voilà, on souhaite un excellent anniversaire, absolument. Nuno, pour terminer un petit peu le mot de la fin, c'est que, de toute façon, c'est vrai que c'est difficile de vous faire réagir là, à 3 jours, on n'a pas tellement de visibilité. On apprécie effectivement d'avoir quand même le là et puis d'avoir des scénarios, parce qu'effectivement, on voit que les institutionnels, ils peuvent se permettre de couper rapidement. C'est vrai que pour le particulier qui subit, on peut être tenté justement d'avoir des mouvements d'impulsion. Il faut s'en garder.
Oui, je pense que dans des périodes comme ça, on a vite fait de prendre des décisions un peu émotionnelles. Là, on attend un peu que la poussière retombe et que les impacts soient un peu plus mesurables. C'est vrai qu'on a une situation, par exemple, si on prend le cas du gaz qu'on mentionnait tout à l'heure, il faut se garder quand même des comparaisons par rapport à 2022. 2022, par rapport au prix des 5 années précédentes, on a fait x20 sur les prix du gaz. Là, on a une augmentation qui est importante, mais on part de beaucoup, beaucoup plus bas. Et donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ampleurs en termes de choc. Et on l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, l'Europe est assez peu dépendante du gaz. On a du gaz norvégien beaucoup plus qu'avant, on a du gaz américain, etc. Sur le pétrole... alors, c'est vrai que l'Europe semble plus impactée que les États-Unis qui sont autosuffisants, mais en même temps, c'est un prix mondial pour le coup. Donc, le prix à la pompe, il s'en ressent aussi aux États-Unis malgré tout. Et donc, on est finalement dans des équilibres qui évoluent un petit peu. Mais pour l'instant, je pense qu'on n'a pas de changement d'ancrage des anticipations inflationnistes. C'est ça qu'il faudra surveiller, parce que ça va être surveillé par les banques centrales et ça conditionnera évidemment non seulement la politique monétaire, mais évidemment l'évolution des taux longs. On surveille, ça fera plaisir à Pauline, les taux longs américains, le niveau du dollar aussi. Merci en tout cas, messieurs, de ne pas être partis en vacances, c'était pas le moment. Pour commenter cette actualité chargée. Bastien Dreux, responsable des études et des stratégies de CPRM. Merci Bastien. Wilfried Galland, directeur stratégie chez Montpensier Arbevel et un troisième stratégiste chez Vega Investment Solutions, Unotexera. Un grand merci. Dans un instant, on parle financement des scale-up en Europe. Restez avec nous. Smart Bourse, ça continue dans un instant. Et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, on se pose cette question: comment financer les futurs champions de la tech européenne? Notre invité, il y a quelques jours, c'était François Robinet, le fondateur d'AVP. Il nous explique d'ailleurs ce qu'est AVP et comment financer ces scale-up. On l'écoute tout de suite. On a pris notre indépendance quand AXA a vendu toute sa gestion d'actifs à BNP. On en a profité pour racheter la société. Mais on est resté AVP, AXA Venture Partner. On était connu sous le nom d'AVP, donc on a gardé les 3 lettres. C'était plus simple. Très bien, voilà pour la présentation. François, votre combat, comment répondre au déficit chronique de financement des scale-up européenne, un segment qui est historiquement dominé par les fonds américains et souverains. C'est vrai, c'est vrai qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche un peu bien, il y a un gros américain, maintenant chinois ou autre, qui arrive et qui met la main dessus. Ouais, comment mais on arrive à rester indépendant? C'est vrai, et c'est une question de force de frappe. C'est-à-dire que historiquement, le marché du venture, ça a été un marché américain. Alors l'Europe s'est beaucoup développée. Il y a eu énormément d'initiatives qui ont fait que l'Europe a beaucoup progressé, d'abord avec des fonds venture, puis avec des fonds grosses. Il y a eu l'initiative Tibi en France, il y a eu l'équivalent dans d'autres pays qui ont permis l'émergence de vraies plateformes, de très bonnes plateformes, dont AVP, qui investissaient d'abord sur le venture. Ce que j'appelle le venture, c'est des sociétés au début de leur vie, assez risquées. D'accord. C'est quoi la traduction en français? Capital investissement, comment on peut dire? Oui, c'est amorçage pour le tout début et capital risque ensuite. Donc c'est vraiment des sociétés qui ne sont pas encore constituées, qui ont déjà le tout début, c'est des sociétés pas encore constituées. Vous avez une présentation, slide et vous investissez sur une équipe. Nous, on ne fait pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le seed. C'est vraiment l'amorçage. On investit quand il y a un produit. On veut voir le produit. On veut voir à quoi ça ressemble. Par contre, on prend le risque de ce qu'on appelle go-to-market, c'est-à-dire d'entrer sur le marché et de trouver les premiers clients. Ça, c'est ce qu'on appelle le venture. Et donc, il y a un élément de risque assez important, parce qu'évidemment, on aime bien le produit, on aime bien le software, on aime bien la technologie, mais on ne sait pas si ce service ou ce software trouveront leur marché. Et puis après, on s'est déplacé sur ce qu'on appelle le gross croissance, donc capital croissance en France, c'est-à-dire une fois que la société a trouvé son marché, pour le coup, le sujet, c'est d'accélérer et devenir une très grande société. Et historiquement, aux États-Unis d'abord, et puis en Europe, comme je le disais, on a beaucoup progressé. L'innovation, c'est financer comme ça des petits tours de financement initialement,
Et puis, plus la société se développait, des gros tours de financement et les licornes dont C'est on ce a qu'on beaucoup appelle les parlé. différentes séries. Les différentes A, séries. B. Série A, typiquement, au début de la vie des sociétés, B, C, et puis l'alphabet à 26 lettres, donc on peut aller très loin jusqu'à la sortie. Et la sortie, ça peut être l'IPO, ça peut être une acquisition stratégique. Par un groupe industriel. Est-ce que je me trompe quand je dis que plus on monte dans les tours, plus la société a fait ses preuves, plus on anticipe qu'elle va gagner de l'argent, plus ça vaut cher le ticket d'entrée? Oui, alors c'est ça qui est intéressant. C'est vrai. C'était vrai historiquement, c'est toujours vrai. C'est typiquement l'histoire des sociétés qui développent des softwares, des logiciels. Des logiciels et le vendre à quelques clients, c'est la série A, on lève 5, 10, 15, 20 millions, et puis elle se développe et on finit par lever des centaines de millions. On a des très belles sociétés en France, Doctolib, des sociétés comme cela qui ont commencé toutes petites, et puis qui sont maintenant devenir des très très belles sociétés profitables ou très proches de la profitabilité, etc. Et nous, on a développé nos fonds dans cette logique. Un fonds venture Oui. qui investit, qui fait 200 millions, qui investit au début de la vie des sociétés. Et puis à l'autre bout de la chaîne, on a un fonds grosse qu'on est en train de lever, qui devrait faire 1,5 milliard, qui là investi dans des sociétés qui sont matures, peut-être pas encore profitables, mais avec un chemin vers la profitabilité très clair, qui font une centaine de millions de chiffres d'affaires, voire plus. Donc, Qui investit, François, dans ces fonds? Ce sont les zinzins, les institutionnels? Voilà, c'est les institutionnels, les fonds de pension, en Europe, beaucoup les sociétés d'assurance. Nous, on a eu la chance de bénéficier du soutien fort d'AXA. On continue à bénéficier du soutien d'AXA. Mais voilà, les investisseurs institutionnels, des family office aussi, des corporates qui veulent, outre le retour financier, bénéficier un petit peu de retour de marché, voir un petit peu ce qui se passe sur le marché de l'innovation. Donc, c'est l'ensemble de ces investisseurs. Ce qui est en train de changer, c'est que l'innovation, les nouvelles technologies, ou certaines nouvelles technologies, ont un cycle de financement différent, et notamment parce elles consomment pas mal de capital au début de leur vie. Ce fameux CAPEX, ça veut dire qu'on ne peut pas démarrer avec 5-10 millions. Quand vous faites un software, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de 5-10 programmeurs, et vous programmez et vous faites votre software. Quand vous faites de l'ordinateur quantique, c'est quelque chose qu'on connaît bien parce qu'on a financé le dernier tour de table d'une très belle société française qui s'appelle Alice et Bob, dont j'étais venu parler ici. Évidemment, on a les chercheurs, on a de la recherche, mais on a aussi du CAPEX parce qu'il faut les construire, ces ordinateurs quantiques. Il faut construire une usine, un début d'usine. Le dernier tour de table d'Alice et Bob, qui était une série B, pour reprendre les séries, c'était un tour de 100 millions. Qu'on a dirigé. Et on a beaucoup d'industries comme celle-ci. Donc j'ai cité le quantique, mais il y a la robotique, les semi-conducteurs, dans une certaine mesure le life science, les industries de l'espace également, qui ont ce cycle de financement. C'est-à-dire, même à des stades tôt du développement des sociétés, il faut beaucoup de capitaux. Et ça, l'Europe est encore en retard. Pourquoi? Est-ce que c'est une mentalité? Est-ce qu'on est Non, c'est une question de force de frappe. D'accord. On n'a pas les fonds. Donc, vous voyez, on était très content de lancer notre fonds d'1,5 milliard. Il y a maintenant quelques fonds en Europe qui font plus d'1 milliard, mais qui se concentrent sur des sociétés qui sont déjà bien avancées. Il faut des fonds de cette taille-là, ou voire plus gros, et même plus gros pour avoir la capacité de prendre ces risques, qui peuvent mettre 200-300 millions sur un tour de table d'une société assez jeune. On le voit aussi sur l'intelligence artificielle. Oui. Les premiers tours des OpenAI, Anthropic ou Mistral, on parlait de plusieurs centaines de millions d'euros. Qui a fait ces tours? Les gros fonds américains. Pourquoi ils ont fait ces tours? Parce qu'ils ont cette force de frappe. Parce qu'aux États-Unis, vous avez plusieurs fonds privés qui font plus de 5 milliards. Sequoia, gros, ça doit faire 8 milliards. Le fonds d'Andreessen Horowitz, 14 milliards, etc. Donc vous pouvez mettre des tickets de 200-300 millions. C'est cohérent avec la taille de votre portefeuille, de votre fonds, en termes de prise de risque. Et ça, on ne l'a pas encore en Europe. Et c'est d'autant plus dommage que sur les industries, les technologies dont je viens de parler, le quantique, etc., l'Europe a une vraie carte à jouer. Oui. Une vraie carte à jouer. Alors vous dites, on a peut-être perdu finalement la bataille de l'IA du côté du software, mais du côté de l'industrie? L'IA, j'allais dire, le train a quitté la gare quand même. Heureusement qu'on a Mistral, qui fait quand même un très beau boulot, mais on a à peu près que Mistral. Sur les autres verticales dont je parlais,
qui sont des applications industrielles. Donc on parle de réindustrialisation, ça c'est de la vraie réindustrialisation. C'est de la souveraineté et de la réindustrialisation, mais il faut du financement en très grande masse. Et ça, on n'a pas encore les fonds capables de faire cela. Et le risque, pour le coup, et on l'a vu sur pas mal de dernières opérations de financement, c'est que ce soit les fonds anglo-saxons, qui sont par ailleurs excellents. Ce n'est pas une critique sur la qualité de ces fonds, ils sont excellents, mais ils sont américains. Et donc, forcément, ils vont déplacer le centre de gravité de la société vers les États-Unis. Donc on va perdre en souveraineté, même si on a les talents finalement. On a les talents, on a les centres de recherche, on a l'esprit entrepreneuriat, on a des très très bons entrepreneurs, vraiment, vraiment. Mais au bout d'un moment, l'argent, ça compte. Ouais. Et quand on voit qu'on est sur un ratio de 1 à 10 en passant, en allant du côté des États-Unis, souvent c'est le levée de fonds. C'est à peu près ça. On a un des concurrents, je parlais d'Alice et Bob, qui a fait une levée d'1 milliard. Ah oui. Alors qu'ils ne sont pas plus avancés. Mais, ah oui, d'accord. Donc avec 1 milliard, c'est 10 fois plus que les 100 millions. Ça fait quand même beaucoup d'argent. On peut mettre beaucoup plus de compétences en une fois. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut acheter, même si les salaires sont plus élevés aux États-Unis, on peut quand même recruter beaucoup de monde. Ouais, je parlais justement de mentalité parce que nous, notre réflexe, c'est souvent de se pencher vers l'État à ce moment-là et de se dire, l'État va décider, flécher l'argent, créer une loi pour favoriser la création d'un fonds, d'un tel. Est-ce que c'est souhaitable? Alors... l'écosystème européen est différent. D'abord, le mode d'épargne en Europe est différent. En Europe, en France en particulier, on a des retraites par répartition, pas par capitalisation. Donc on a une manne d'épargne qui n'est pas disponible. Donc il n'est pas anormal que l'État participe à ce financement. La BPI a fait un travail remarquable en France, quelquefois critiqué, mais heureusement qu'il y a la BPI. Il y a des co-investisseurs à vos côtés sur Alice et Bob, oui, en particulier, et sur d'autres sociétés, oui. La BPI sait prendre des risques, et heureusement qu'elle est là. Il y a l'équivalent de la BPI dans d'autres pays européens. Il y a l'EIF au niveau européen. Donc oui, il y a de l'argent public qui se substitue à l'argent privé. C'est très bien. Ça, j'allais dire, c'est cohérent avec l'environnement européen, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on connaît la situation des finances publiques, il y a une limite, et il faut que l'investissement privé, en termes de capacité à prendre des risques et en termes de volume, soit disponible pour investir dans ces entreprises innovantes, qui encore une fois sont au meilleur rang mondial, parce que c'est les industries de demain et parce que c'est la souveraineté européenne. Et voilà, et c'est capital effectivement de continuer, d'encourager cette souveraineté européenne. On parle beaucoup, notamment dans le secteur de la défense, mais pas que. En tout cas, il faut refaire notre retard sur l'IA. Vous le disiez, la bataille et le train est passé, mais on peut se rattraper. Et également sur la défense. La défense tech, les industries technologiques appliquées à la défense, ou avec ce qu'on appelle les dual use, donc civil et militaire, là encore, l'Europe a quelque chose à dire. Voilà, c'était François Robinet sur Bismart qui rend hommage effectivement au travail de la BPI, la Banque publique d'investissement, et qui dit qu'on a encore des choses à faire, notamment dans le quantique et dans la défense. Cette édition de Smart Bourse touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à consulter le replay si vous avez manqué le début sur toutes les plateformes. Vous pouvez également vous abonner à l'excellent Smart Trade de Pauline Gratel tous les jours. Une tendance sur le marché, sur la bourse, quelque chose d'anecdotique ou d'intéressant. Et puis enfin, quant à nous, on se retrouve dès demain en direct, 17h, 18h sur Smart Bourse. Excellente soirée à tous.